Pour aller plus loin sur ce dossier de l'immigration et des arrestations opérées par les agents de l'ICE, nous sommes en ligne avec Nicolas Pouvremonti, directeur général de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie en France. Bonsoir, merci d'être avec nous. Et Romuald Siora, essayiste et directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis de l'IRIS. Bonsoir à vous également. Peut-être d'abord à chacun d'entre vous, votre réaction à ces événements dramatiques, la mort d'Alex Préti. Nicolas. Écoutez, évidemment, comme tout un chacun, les images qui nous parlent des États-Unis sont quand même très, très tristes et très accablantes quant aux techniques du maintien de l'ordre. Ça renvoie à une situation spécifiquement américaine. On sait que les États-Unis sont un pays violent où la police fait souvent usage de ses armes à feu, notamment parce qu'il y a une probabilité beaucoup plus forte qu'en France que les personnes qu'ils arrêtent soient elles aussi en possession d'armes à feu. Donc c'est évidemment dramatique. Je pense que derrière cet événement dramatique, il y a évidemment toute la question plus structurelle et plus authentiquement politique de l'immigration illégale aux États-Unis. Et c'est vrai que le nombre d'entrées illégales sur le sol américain pendant le mandat de Biden est estimé à environ 5-6 millions sur la durée du mandat, 5-6 millions de personnes qui sont arrivées sur le territoire américain. Donald Trump a fait campagne largement sur cette thématique de l'immigration en promettant de mettre fin à ce qui s'apparentait quand même à une situation de frontières ouvertes par certains aspects, parce que l'administration Biden avait mis en place des procédures où il suffisait de déposer sa demande d'asile à la frontière. On était libéré sur parole en attendant avec une convocation devant un tribunal de l'asile beaucoup plus tardif. Donc en vérité, on était sur le sol américain. Et au-delà de la question du maintien de l'ordre et de ces images évidemment terribles, je pense que la question de l'immigration va bien au-delà dans ses implications de ces questions très, très ponctuelles, très dramatiques. En vérité, la situation migratoire aujourd'hui aux États-Unis, elle a des implications sur le niveau des salaires, sur la sécurité dans certains endroits. Et le fait que le Parti démocrate ne s'en soit pas saisi, ou plutôt ait pris le parti d'être le camp des frontières ouvertes par beaucoup d'aspects, ça a pu laisser la place à un discours tel que celui de Donald Trump, qui est évidemment parfois assez caricatural sur ces questions. Romuald, comment on peut, si on le peut, expliquer ces deux drames en moins d'un mois aux États-Unis sur cette question migratoire? Écoutez, il y a des choses assez justes qui viennent d'être dites par votre invité, dont on pourra peut-être parler tout à l'heure. Mais là, cela dépasse le cadre de la lutte contre l'immigration. Faisons un petit peu de généalogie. ICE, c'est une police qui a été créée dans les années 2000 sous l'administration George W. Bush pour lutter contre l'immigration illégale, mais aussi pour démanteler de potentielles poches terroristes au sein de l'immigration donc illégale. Bref, pendant une vingtaine d'années, ICE a été une police de l'immigration comme on peut en trouver dans d'autres pays. Il s'agissait alors d'une police recrutant des personnes de bonne volonté. La plupart des agents étaient des personnes tout à fait estimables, dont on partageait ou non les objectifs politiques, mais qui de toute bonne foi souhaitaient œuvrer pour le bien-être de leur pays. Les choses ont radicalement changé et c'est pourquoi je dis qu'il faut peut-être un peu différencier le débat entre la politique anti-immigration illégale de Trump et ce qui se passe aujourd'hui avec ICE. Les choses ont changé en 2025 lorsque Trump est arrivé au pouvoir. Des milliers d'agents de cette police, je le répète, des gens estimables, ont été renvoyés chez eux et remplacés par des jeunes MAGA, bien souvent certains fanatisés, il faut bien le dire, très peu formés, ayant quitté l'école bientôt pour beaucoup d'entre eux, avec des casiers judiciaires qui bien souvent ont été effacés. Bref, donc c'est ce qui a fait aujourd'hui de ICE, avec ces milliers de nouvelles recrues, cette police qui peut s'apparenter un petit peu à une police présidentielle et qui semble être à la botte du gouvernement. Donc bref, ne mélangeons pas, je ne dis pas que votre invité a tout mélangé, mais je parle en général, ne mélangeons pas tout en ce qui concerne l'immigration illégale où un autre débat peut avoir lieu et les exactions de ICE. ICE n'est plus la police qui luttait convenablement avec respect contre une immigration que l'on a le droit de juger illégale trop importante, mais il s'agit aujourd'hui d'une police qui s'apparente plus à une milice politique qui, au-delà de la lutte contre l'immigration, a aussi pour objectif d'asseoir, il faut quand même bien le dire, cette présidence dont l'un des objectifs au plan national est de mettre en place un régime semi-autoritaire. Alors on va revenir tous les trois sur la politique migratoire de Donald Trump aux États-Unis. Mais d'abord, peut-être Romuald, une dernière question sur ce sujet. Est-ce que ce nouveau drame peut être un tournant dans cette vague d'arrestations, dans ces violences parfois opérées par certains agents de cette police américaine ?
Alors, il faut quand même nuancer les choses. Oui, c'est un tournant, et on a vu d'ailleurs la Maison-Blanche mettre un petit peu les choses en bémol. Il y a une forme de petit recul de la part de la Maison-Blanche. Néanmoins, ce n'est pas un tournant au sens où cela pourrait générer aux États-Unis des manifestations de très très grande importance. Les Américains ne sont pas des révoltés. Ce n'est pas un pays qui a connu des révolutions. La révolution de 1776 pour l'indépendance, c'était une révolution bourgeoise, des élites, pour un problème de taxation et de représentation au Parlement de Londres. On n'a jamais eu de grands mouvements sociaux à travers l'histoire des États-Unis, si ce n'est des mouvements pour les droits civiques, Black Lives Matter, mais c'était orchestré, au bon sens du terme, par des NGO ou des lobbies tout à fait respectables, mais ce n'était pas des soulèvements populaires. Donc bref, ne nous attendons pas à un soulèvement de masse. Et surtout, n'oublions pas qu'à l'heure qu'il est, je crois que 70% des Américains dénoncent les exactions de ICE, comme d'ailleurs la plupart des républicains, modérés ou même MAGA. Mais par contre, une majorité d'Américains soutient la politique anti-immigration de Donald Trump. Donc un tournant quant peut-être aux exactions de ICE, mais pas quant à la politique immigratoire de l'actuelle administration. Restez avec nous, messieurs. On va justement s'intéresser à cette politique migratoire aux États-Unis. C'est l'œil de l'expert. Notre expert ce soir, maître Michael Wilds, avocat en droit de l'immigration et associé gérant Wilds & Weinberg. Bonsoir, merci d'être avec nous. Peut-être commencer avec 2 chiffres pour tenter de comprendre la politique migratoire de l'administration Trump. 1 million d'expulsions, un chiffre à comparer avec les 270 000 personnes expulsées en 2024 avant l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, qui était déjà le plus élevé de la dernière décennie. Votre analyse sur ces 2 chiffres? Il y a des sommes d'argent et des efforts sans précédent pour expulser des personnes des États-Unis. Ça représente environ 29 milliards de dollars par an. C'est un mandat illimité et sans contrôle qui permettrait à ICE de changer unilatéralement ses procédures d'application de la loi et de détention. Mais en gros, ils aimeraient expulser environ 1 million de personnes par an. Ce qui est loin d'être suffisant parce qu'il y a environ 30 millions de personnes ici. Il y a quelques années, c'était 10 ou 15. Et environ 70% qu'ils détiennent ne sont pas des criminels. Donc, ils ont donc fait campagne en promettant qu'ils allaient poursuivre, arrêter, expulser des criminels dangereux. Mais je pense que lorsqu'ils ont commencé à examiner les filets dans lesquels ils attrapaient les gens, ils se sont rendus compte qu'ils n'attrapaient pas tant de mauvaises personnes que ça. Il n'y en avait pas autant et ils attrapent beaucoup de personnes bonnes qui sont rentrées avec un visa et qui ont peut-être dépassé la durée de leur séjour autorisé, mais c'est pas un crime. Si vous entrez illégalement, c'est un crime. Mais si vous rentrez avec un visa et que vous dépassez la durée de séjour, c'est un délit civil. C'est un message et une tactique qui sont très agressifs et dangereux. Alors, peut-être une question sur le profil de ceux qui sont expulsés aux États-Unis. On sait qu'en France, la plupart de l'immigration se fait depuis le Maghreb. On imagine qu'aux États-Unis, ce sont surtout des pays latino-américains. Quel est leur profil? Des hommes, des femmes, des travailleurs, des jeunes? Si ça peut vous donner une indication, nous voyons des personnes de tous horizons, des personnes qui travaillent dans l'espace public, des personnes qui font des lits dans des hôtels et qui cueillent des myrtilles en Géorgie. C'est sans précédent parce qu'ils s'en prennent à des gens de tous les horizons. Ils sont aussi paresseux d'ailleurs entre vous et moi lorsque les avocats se présentent dans les bâtiments fédéraux et il y a un certain nombre de personnes qui se présentent et il leur est facile de repérer les gens. Je peux vous dire d'après ma propre expérience, parce que je suis aussi maire d'une ville au New Jersey, et ils frappent aux portes et rentrent chez les gens de manière sélective. Et dans un des cas, dans ma communauté, ils ont frappé à la porte et ils ont dit qu'ils étaient de la police. Et quand la femme a demandé ce qu'ils voulaient, ils ont répondu qu'ils avaient des cadeaux pour ses enfants. Et quand elle a ouvert la porte, ce qui était stupide, ils sont entrés et ont arrêté le mari. La femme et ses 5 enfants sont ensuite allés dans une banque alimentaire parce qu'ils avaient faim. Ces tactiques sont très discutables. Ils se couvrent le visage avec des masques, ils n'ont pas de caméra comme les autorités policières en ont normalement, ils ne gèrent pas ça correctement en tant que... c'est affreux de voir comment les enfants voient comment ça se passe, c'est terrible. Alors en France, certains affirment vouloir, ils sont assez rares, mais que les autorités françaises aient la même politique que le président Trump sur cette question migratoire. Est-ce que vous pensez que Paris doit
prendre en quelque sorte exemple sur Washington? On voit beaucoup de résistance et de changements, pas seulement dans l'application de la loi, mais aussi dans tout ce qui touche l'antisémitisme et au refuge sûr qu'a été l'Amérique. Il faut faire très attention à ne pas vouloir reproduire les erreurs des États-Unis, parce que non seulement cela permettrait de se débarrasser des mauvaises personnes, mais cela pourrait avoir un effet négatif incommensurable sur l'économie et sur le type de décisions judiciaires que nous voyons avec tout l'antisémitisme dans le monde et avec les gens qui ne veulent pas aller en Israël et qui veulent émigrer aux États-Unis. La vraie question, c'est de savoir s'ils vont changer la nature et le contour de leur poursuite judiciaire et si c'est le bon message à faire passer. Oui, les personnes qui restent après l'expiration de leur visa doivent être expulsées, mais il faut aussi faire preuve d'une certaine compassion. Si les personnes ont des enfants ou si elles estiment qu'elles courent un danger, si elles rentrent dans son pays, tous ceux qui restent après l'expiration de leur visa ne sont pas des criminels. Merci beaucoup, Maître Michael Wilds, avocat en droit de l'immigration et associé gérant Wilds & Weinberg. Je vais à nouveau me tourner vers vous, Nicolas Pouvremonti, directeur général, je rappelle, de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Romuald Siora, essayiste, directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis de l'ERIS. Merci déjà d'être resté avec nous. Peut-être, Nicolas, comment vous analysez depuis la France ce durcissement de la politique migratoire américaine ? Mais en vérité, je dirais que la centralité que la question de l'immigration a prise dans le débat politique américain, elle reflète une centralité qu'on voit aussi en Europe. C'est aujourd'hui la grande question sur laquelle se reconfigurent les paysages politiques en Europe et aux États-Unis, avec des points d'interrogation communs, des points d'inquiétude communs des deux côtés de l'Atlantique, sur les enjeux de sécurité, sur les questions d'impact de l'immigration sur les salaires, et notamment les salaires des ouvriers natifs les moins qualifiés, puisqu'on sait qu'une large part de la main-d'œuvre immigrée illégale aux États-Unis travaille sur des emplois peu qualifiés et peu rémunérés. Il y a évidemment des enjeux aussi très différents d'un côté et de l'autre de l'Atlantique. On sait que la nature, notamment géographique, de l'immigration reçue en Europe et en France est très différente de celle reçue aux États-Unis. Et la France même d'ailleurs est singulière en Europe, c'est-à-dire que nous avons de loin l'immigration la plus africaine du continent européen, 3 fois la moyenne de l'Union européenne pour ce qui est de la part des immigrés africains dans la population générale. Après, je dirais que la question qui a été soulevée avec votre expert depuis les États-Unis, qui est de savoir si demain une politique de lutte contre l'immigration clandestine en France pourrait s'inspirer d'une façon ou de l'autre de ce qui se passe aux États-Unis, dans une certaine mesure, mais certainement pas dans la mesure la plus clivante et la plus violente. Pourquoi ? Parce qu'on y revient, les doctrines de maintien de l'ordre n'ont rien à voir d'un côté et de l'autre de l'Atlantique. En revanche, demain, pouvoir envisager, par exemple, que notre police aux frontières, qui est en charge de la lutte contre l'immigration irrégulière, puisse agir sur tout le territoire, ce que faisait ICE avant même Donald Trump et avant même les excès dont on parle, ce serait bienvenu. Aujourd'hui, la police aux frontières, par exemple, elle ne peut pas lutter contre l'immigration clandestine en Île-de-France, alors même que c'est en Île-de-France que se concentre une large part de l'immigration clandestine. Donc évidemment, les débats qui ont lieu aujourd'hui à Washington trouvent des échos à Paris et plus largement en Europe. Et on va en revenir un peu plus longuement tout à l'heure. Avant cela, Romuald, peut-être cette question, on a beaucoup dit que les États-Unis étaient une terre d'immigration. Il y a eu les Britanniques, il y a eu les Italiens, il y a eu les Polonais. On parle de l'American Dream, on a longtemps en tout cas parlé de l'American Dream. Est-ce que ce rêve américain est mort aujourd'hui ? Et je suis américain, je vis aux États-Unis. Ce n'est pas la première fois que l'on voit ce genre de choses. Il y a eu des restrictions beaucoup plus sévères dans les années 1920, qui n'ont été levées que par l'administration démocrate Lyndon Johnson dans les années 60. Donc c'est pas la première fois qu'on assiste à ce genre d'épisode. À l'heure qu'il est, il y a dû à un problème lié aussi à l'intégration et à une immigration illégale qui n'a pas été régulée comme il aurait peut-être fallu la réguler. Il y a, oui, un sentiment de rejet de l'étranger aux États-Unis, mais pas simplement à l'encontre des populations latino-américaines. Je voudrais juste revenir sur quelque chose que disait le maire de la petite ville du New Jersey. Ce qui est vrai et que l'on n'a pas assez à l'esprit en France lorsque l'on parle de l'immigration illégale aux États-Unis. En France, vous m'arrêterez, votre autre invité m'arrêtera si je me trompe, mais lorsque l'on parle d'immigration illégale, on parle de personnes qui sont entrées le plus souvent illégalement sur le territoire, sans papier, qui ne sont pas intégrées dans la société. Aux États-Unis, vous avez 2 types d'immigration illégale. Vous avez donc des personnes entrées illégalement qui ne sont pas insérées par la force des choses dans la société états-unienne. Et puis, vous avez des personnes qui sont là depuis 30, 40 ans, et ce sont des millions de personnes. Je vais prendre comme exemple mon barbier.
qui est un réfugié syrien qui est aux États-Unis depuis plus d'une trentaine d'années, qui était rentré légalement, qui est resté après que son visa ait expiré, qui a acheté sa petite boutique, qui paye donc des taxes, qui emploie des gens, qui est propriétaire de sa maison, qui paye donc des taxes locales, qui est marié à une Américaine et qui a des enfants qui sont américains. Cette personne est considérée comme, et on regarde la loi, oui, comme un immigré illégal. Et c'est bien souvent aussi ce genre de personnes qui sont les cibles de ICE. Pourquoi ? Parce qu'il est beaucoup plus facile d'aller arrêter un paisible et honnête commerçant qui est illégal dû à un problème administratif et certes au fait qu'il est resté après l'expiration de son visa, que des personnes qui parfois peuvent disparaître aux quatre coins du pays. Donc il faut quand même avoir conscience de cela. Il y a vraiment deux immigrations illégales aujourd'hui aux États-Unis. Et alors, on va s'intéresser à présent à l'immigration en Europe et en France. C'est notre prise de vue de la semaine. Restez avec nous, messieurs. Alors Nicolas, je vais peut-être d'abord me tourner vers vous en termes de chiffres, peut-être dans un premier temps. Est-ce qu'on peut comparer la migration en Europe à celle des États-Unis ? On a vu déjà avec Romuald que le profil des immigrés n'était pas les mêmes. Bien sûr, alors il y a une vraie différence de nature, ça c'est très vrai, entre les immigrations, notamment clandestines, reçues en France et aux États-Unis. L'immigration clandestine aux États-Unis, notamment du fait de l'absence d'un État-providence aussi large dans les prestations qu'il offre, que ce qu'il peut exister en France, est une immigration qui est largement au travail. On sait qu'en France, à l'inverse, les bénéficiaires de l'aide médicale d'État, par exemple l'AME, qui sont aujourd'hui 450 000 et qui sont donc les clandestins, parce que l'AME est réservée aux clandestins, ont un niveau de revenu qui ne dépasse pas 850 € par mois. Ça, donc, en fait, ce sont des profils inactifs. Ensuite, sur le plan de la quantité, il est certain que l'Europe vient de connaître une décennie de tous les records en matière d'immigration. On a sur le continent européen au sens large certains pays dont la part de population née à l'étranger est supérieure à celle des États-Unis, alors que les États-Unis sont historiquement un grand pays d'immigration. C'est le cas par exemple en Angleterre. La part des habitants en Angleterre qui sont des immigrés est plus élevée encore qu'aux États-Unis. On a eu en Europe, aux États-Unis aussi, mais un petit peu moins, une très forte poussée, notamment des flux d'asile. En l'espace de 10 ans, 2014-2024, l'Union européenne a reçu sur son sol 8 millions de demandeurs d'asile. Vous voyez, c'est un peu comme si l'UE avait admis un nouvel État membre qui serait le 15e par la taille de sa population. Cette question de l'asile se pose aussi aux États-Unis et elle s'est posée notamment plus ces dernières années. Mais c'est vrai que en Europe, c'est sur ce flux-là que se sont concentrés les débats. Et par ailleurs, pour aussi rebondir sur ce que disait votre invité quant au profil d'immigration que ICE arrête versus ceux que la police aux frontières arrête, par exemple, ou ceux que notre police arrête, c'est vrai qu'en France, comme dans beaucoup de pays européens, on met l'accent en priorité sur l'éloignement des étrangers irréguliers dangereux. Typiquement, les clandestins qu'on met dans les centres de rétention administrative, ils sont à 90% connus pour des troubles à l'ordre public ou des condamnations pénales récentes, un quart sort même directement de prison. Donc c'est aussi une différence dans la lutte contre l'immigration irrégulière. Romuald, comment on voit depuis les États-Unis cette politique migratoire européenne ? On entend encore récemment dire Donald Trump qu'il ne reconnaît plus la France, qu'il ne reconnaît plus l'Europe. Est-ce que c'est un sentiment partagé par les Américains ? Écoutez, c'est là sans doute où je vais diverger avec votre invité. Je suis démocrate, je suis positionné à gauche, donc j'aurai une appréhension des problèmes migratoires sans doute différents. Néanmoins, pour les Américains avertis de ce qui se passe en France, oui, ils ont l'impression d'une immigration qui manque de régulation. Ce qui est vrai aussi, à titre personnel, je pense que l'immigration est une nécessité pour les États-Unis économiquement parlant, mais aussi pour l'Europe. Par contre, évidemment, l'immigration illégale doit être régulée et les programmes d'intégration, surtout aux États-Unis, doivent être beaucoup plus structurés, ce qui éviterait le drame de l'ultra-communautarisme dans lequel aujourd'hui nous nous trouvons plongés. Néanmoins, pour la plupart des Américains, non, ils n'ont pas cette vision. C'est une vision à écouter Donald Trump. On a l'impression que c'est l'enfer et que la France est aujourd'hui gouvernée par la charia. Donc c'est assez excessif et une minorité d'Américains ont cette vision de l'Europe. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux d'avoir échangé vos opinions sur ce plateau. Nicolas Pouvremonti, directeur général de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Merci. Romuald Siora, également essayiste et directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis de l'IRIS. Merci d'avoir été avec nous ce soir.